Alors, je pense que mon pouce a été interprété comme je suis prêt. Genre on parle et tout. Ah ouais. Attends, je te laisse terminer ta story et on introduit Non, tranquillement. c'est pas grave. Alors attention, la story elle part dans 3. Ah, est-ce qu'on il y a un souci au niveau des cams ou est-ce qu'on a un plan large quand même? Ah, parfait. Ah, il est éteint, ouais. Ah ouais. Et la magie. Oh, messieurs, bonjour. Salut, ça va? Kola, Fedra, c'est ça? Ouais. Yes. Kirema, du coup, je vais juste dire Kirema comme ça, tout le monde finit en A. Hop, c'est réglé. Très bien. Impeccable. La marque des grands. Ça, c'est la marque des grands. Je sais pas. Alors, c'est tout bon? C'est parfait. On est toujours sur Enjeu Popcorn, quatrième et dernière journée de Japan Expo. Petit panel en partenariat avec l'Opportun Édition. Deuxième panel. On a reçu Yvan, c'était jeudi, je crois, qui est venu nous parler de philo, etc. Ça va, il était sympa? Oui, très sympa. Ah bon, bah ça va. Avec nous, il est pas toujours sympa. Ah bon, mince. Le bâtard. Attends, on va essayer de voir le plan là. Voilà, parfait. On vous reçoit. Alors, je crois que c'est la. Alors, pour toi, c'est la 4-5e fois. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais. Fedra, c'est la deuxième fois. Tu es venu Deuxième, ouais. avec nous au Japan Tour Festival. Exactement, ouais. Mais on va quand même considérer que ici, personne ne vous connaît. Et on va refaire les bases. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Vous avez ramené vos petits bouquins, ce que vous avez écrit, ce que vous faites aussi à côté peut-être, pour remettre du contexte. Fedra? Ok, bah alors moi, nous deux, on est auteurs aux éditions de l'Opportun du coup. Donc on écrit en fait des essais autour du manga. Oui. Autour de différentes thématiques. Alors moi, c'est principalement des thématiques un peu politiques. Oui. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'avais sorti un essai qui était sur l'univers politique de One Piece, qui était mon mémoire de master, Ok. qui étudiait la légitimité politique dans One Piece. C'est sûr que tu as fait un master dans. Littérature de jeunesse. Ok. C'est spécifique, mais c'était passionnant. Et du coup, c'est sorti il y a un peu plus d'un an. Et là, il y a le dernier qui vient juste de sortir sur les représentations LGBT+ dans le manga. D'accord. Donc une étude assez large en fait de l'histoire de ces représentations, des différents mouvements, des différentes représentations positives, négatives, des liens avec la société japonaise. Et je parle d'un peu plus d'une bonne centaine de mangas dedans, donc c'est un gros dossier. Un gros dos. Juste derrière Ouais. à côté, c'est ton activité principale d'écrire? T'as une activité Non, je travaille en tant que libraire aussi. libraire, Alors, ok. Voilà. Donc, toujours le monde du bouquin, quoi. Libraire manga, BD, donc c'est ce que je fais principalement les deux. Voilà. Ok, ça marche. Ça fait un petit avantage quand tu dois sortir sans référence pour Oui. écrire des bouquins. J'ai une longueur d'avance. Ouais. Monsieur. Oui, bonjour. Alors, oui, donc du coup, on se connaît pas. Enchanté, donc je m'appelle Kola. Alors, moi, j'ai écrit chez les éditions de l'Opportun Agir et penser comme Sangoku. Oh là là, mais franchement, à la régie, vous assurez tellement de ouf sur les Switch, c'est incroyable. Alors, Agir et penser comme Sangoku, c'est un livre qui est, quand je le dis simplement, c'est une analyse de personnages, donc de la personnalité de Sangoku dans Dragon Ball. Évidemment, je sais même pas si j'ai besoin de préciser. Et pour emmener ça vers le développement personnel. Alors moi je suis pas coach en développement personnel du tout, à la base je suis journaliste en télé, j'ai bossé longtemps pour la chaîne J1, aujourd'hui je fais plutôt du documentaire, toujours autour de la pop culture asiatique, j'ai fait un documentaire sur le rap coréen pour France TV Slash qui est sorti en 2022, je crois qu'on s'était peut-être vu à cette occasion d'ailleurs, la toute première fois qu'on s'est vu. Et là je travaille sur de nouveaux projets, je fais du montage vidéo pour une chaîne qui s'appelle Blast aussi, pour rejoindre les sujets plus politiques dont on aime beaucoup parler sur le stand lors des longues journées de dédicaces. Et donc du coup, juste pour en revenir au bouquin, c'est emmener ça vers le développement personnel. Donc prenons Sangoku, quelle est sa personnalité, quelle est sa manière d'être, quel est son rapport au monde, quel est son rapport aux autres, quel est son rapport au conflit, et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer ou être mis en garde, parce que Sangoku n'est pas parfait, évidemment, il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas forcément s'en inspirer à la maison. D'accord, très bien. Donc, avec Yvan, on a parlé, du coup, on a fait le lien un peu entre les mangas et la philo. Vous faites le lien entre les mangas et la politique et la psychologie, je veux dire, peut-être, ou un petit peu de cette manière-là. À quel moment vous avez eu envie de faire ce lien? Est-ce que déjà la partie manga, Japanimation, alors t'as bossé avec J1, etc. Est-ce que pour toi ça a toujours été
quelque chose qui était là quand tu as fait ton master du coup en littérature jeunesse. Tu avais déjà dans un coin de la tête, tu lisais déjà beaucoup de mangas, tu étais bercé avec ça? Totalement, moi j'ai été bercé avec One Piece principalement. Moi j'ai découvert ça quand j'avais 10-11 ans à la télé. Vraiment, c'était la VF de One Piece qui passait sur la 17, je crois. C'était vraiment tous les soirs, j'enchaînais. Et puis après, je me suis dit, tiens, il y a d'autres trucs. Puis après, Bleach, Black Butler, je me souviens que au début, j'étais juste sur la Japanimation un peu qui passait à la télé. Oui, puis après, j'ai basculé sur les sites VostFR, machin, puis les mangas. Puis après, je me suis grave diversifié sur mes goûts en fait. Ouais. J'aime vraiment toutes choses. De toute façon, si je fais un truc sur les sujets LGBT et tout, c'est encore différent. Et donc j'ai été bercé là-dessus, et donc quand j'ai fait mes études et tout et que j'étais dans un master qui me permettait d'étudier les mangas, je savais déjà dès le début que je voulais faire un mémoire sur les mangas, quoi. Je savais pas encore sur quoi, mais après je me suis dit vas-y, One Piece c'est vraiment mon truc de cœur, quoi. Au moment où tu fais ton mémoire, tu as déjà ce côté où tu écris des choses, ou c'est plutôt en faisant ton mémoire tu t'es dit ok, maintenant je suis capable de passer le pas et d'aller jusqu'à écrire un bouquin? C'est au moment où j'ai fait mon mémoire. Avant, j'écrivais pas tant que ça sur les mangas, quoi, ou alors des petites reviews, quoi, comme on peut faire sur Twitter ou sur Insta, mais vraiment des choses légères, quoi. Et c'est vraiment avec le mémoire que je suis rentré dans l'analyse, en fait, dans une méthode en plus particulière universitaire à l'origine, hein, d'analyse d'une œuvre. Et que je me suis rendu compte que déjà c'était super intéressant à faire. À l'origine, je pensais pas sortir un bouquin. Ouais. L'histoire, c'est que quand j'avais terminé mon année de master, j'avais juste posté le sujet sur les réseaux, sur Twitter, et il y a un énorme engouement. T'as vu l'engouement? Ouais, voilà, il y a eu un gros buzz, plein de gens qui m'ont dit waouh, on veut lire ça doit être trop bien, trop intéressant, un sujet comme ça. Et c'est là que Stéphane Chamda, directeur des auditions de l'Opportun, m'a contacté en fait, et qu'on a eu des échanges et qu'on s'est rendu compte que c'était super intéressant à publier. Voilà. Et t'es parti de l'idée de te dire, alors on va parler d'abord de One Piece, après on parlera de ton dernier bouquin. Tout de suite, toi qui avais du coup consommé One Piece, tu t'es tout de suite dit, ok, c'est une œuvre qui est politique et il se passe des choses à l'intérieur, c'est clair, ou c'est, ok, je vais travailler là-dessus. Et du coup, en regardant, je vais dire, ok, ça laisse, ça, ou c'est un peu les deux peut-être. C'est un peu les deux dans le sens où je me suis dit, bon, One Piece, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des tonnes de thématiques dans One Piece, hein, clairement. Et j'ai un peu cherché, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être qui imprègne toute l'œuvre en fait? Quelque chose que j'avais envie d'étudier l'œuvre dans son ensemble en fait, avec une thématique. Et je me suis dit, la politique, c'est vraiment la thématique pour moi qui imprègne l'œuvre, parce que dès le début, on a des petites entrées en... des petites entrées en la matière, même si c'est... En fait, ça paraît léger, mais en fait, Oda place directement dès le début de One Piece des petits indices, des petits trucs qui construisent son monde petit à petit. Et je me suis dit, l'univers politique, les rapports à notre société, il y a plein de thématiques, les discriminations, le racisme, l'écologie, plein de choses qui parlent clairement à nous, en fait, de notre société, de notre monde. Mais dans One Piece, dans une œuvre de fiction complètement loufoque, en fait, qui paraît de base, je veux dire, des gens qui connaissent pas trop One Piece, ils disent c'est un truc pour gamins avec une aventure de pirate un peu colorée, quoi, alors qu'en fait pas que ça, quoi. Donc c'est ce truc là, je me suis dit il y a de quoi en faire un bon morceau, quoi, ok, très intéressant. Et du coup ça va parler aussi bien à des gens qui sont déjà passionnés de One Piece qu'à des gens qui se disent ah bon, dans les mangas, dans les animés il y a de la politique. Moi ce qui m'intéresse c'est les œuvres engagé d'une certaine manière, et ah bon, il y a ça aussi dans les mangas, c'est ça? Ouais, exactement. C'est des gens qui me disent ça, même des gens qui disent je lisais One Piece mais j'ai vu que le début, ou qui ont lu mon livre mais qui connaissent One Piece que de loin. Ou des gens qui connaissent très peu One Piece, comme l'exemple parfait c'est ma mère, quoi, qui a juste vu de loin et qui s'intéresse pas trop. Elle m'a dit c'est super intéressant de voir. Forcément elle va pas dire du mal de mon livre. Non mais c'est trop marrant tu dis ça, parce que Yvan qu'on a reçu a eu la même réflexion en disant ma mère a commencé à lire des mangas quand je lui ai dit qu'il y avait de la philo dedans. C'est pareil. Donc c'est vachement intéressant. Et merci pour le petit commentaire artifique qui nous soutient pour ces 4 jours de Japan. Cola, de ton côté, Son Goku, quand t'as grandi, après je vois ton t-shirt, quand t'as grandi, t'as tenté de devenir un Saiyan, tu t'es dit un moment. Bien sûr. Et c'est pas venu, donc t'as regardé comment tu pouvais devenir comme Son Goku. Je vous retourne la question, est-ce que c'est un truc que vous avez essayé de faire? Je crois que oui. On l'a tous fait, hein, on l'a tous fait. On s'est peut-être dit qu'au fond de moi je peux devenir un super guerrier. Et je vois, y a les gamins d'aujourd'hui, ils font peut-être pas des Kamehameha, mais ils tentent de faire des Rasengan, voilà, ou ils tentent des Gomu Punch. Donc voilà, c'est un truc qui est toujours là. Je le dis un peu dans l'avant-propos du bouquin. Moi, je suis un enfant de la fin Club Dorothée. Ok.
Donc j'avais pas le droit à la maison de regarder cette émission que mes parents trouvaient abrutissante et tout machin. Alors du coup je leur donne à moitié raison, c'est-à-dire que je suis pas du tout fan et j'ai pas du tout un espèce de filtre nostalgique sur toute la partie justement Dorothée. Ouais. Les musclés, tout ça, machin. Enfin, là, je Il y avait pense des trucs vraiment pas que. ouf, quoi. Non, mais ouais, c'est même pas que c'est pas ouf. Et Dis-le, non, mais de toute façon, non, je dis un peu. Mais même quand on sait aujourd'hui un peu les conditions de dans lesquelles ils production, bossaient, ouais. voilà, De où AB Production, etc. c'était quasiment de l'esclavagisme. Et puis ça tenait avec des moyens qui sont vraiment très très limites. Ouais. Je me dis, mais en fait, ces gens-là, ils étaient aussi victimes d'un truc, victimes de l'audimat, quoi, de la course à l'audimat. Ouais. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on fait les meilleurs programmes à la destination Surtout des que enfants. Tu ou connais des un peu le enfants. monde de l'audiovisuel maintenant, donc tu as un regard un petit peu Oui. encore plus précis là-dessus. Ouais, voilà. En revanche, évidemment, les dessins animés, j'avais envie de les regarder comme bien tout sûr. le monde. Donc j'essayais d'aller squatter chez des potes qui, eux, n'avaient pas l'interdiction de TF1 quand c'était par exemple le mercredi matin. Et voilà, j'ai réussi à choper des trucs un petit peu comme ça. C'était pas Ségolène Royal, leur mère. Non. C'était la ref. non, mais alors, je pense que mes parents étaient très à écouter Ségolène Royal à l'époque. En tout cas, ma mère, je pense. Ouais, pour ceux qu'on l'a, c'est vrai Que j'embrasse, bien sûr, parce que je l'aime en je l'aime 2000, d'amour. c'était en 2007, c'est ça? Non, c'était en 2000. Oui, c'était en 2007, je crois, où il y a eu la polémique Ségolène Royal avec l'interdiction des mangas, etc. Mais c'est revenu depuis. Enfin, voilà, elle fait son mea culpa sur les. Sur les mangas. Non, mais c'était. Enfin, à l'époque, hein, Même c'était déjà dans à les années. l'époque, ouais. Ah oui, dans les années 90. Ah, dans les années Le 90 ras-le-bol des aussi. bébés zappeurs, ouais, c'était un Ouais. livre qu'elle avait sorti. Ah, ok, parce que moi, je contre, me souviens surtout au moment de la campagne, justement, où aussi, ouais. Ah oui, ouais. c'était ressorti. Bah, moi, c'est plus ma génération, du coup. Moi, j'ai pas connu cette interdiction-là. J'ai connu le bad buzz. Mais bon. Ouais, pour d'autres trucs. Mais en même temps. Ça a encore été actuel. Enfin, Ouais, exactement. là, J'allais bon, parler de ça, mais. sans rentrer trop dans la politique, on a eu du coup Bardella qui a dit je veux retirer les mangas du pass culture Ouais, exactement. parce que c'est pas de la culture. Après, je sais que voilà, avec la précaution il y a la diversité d'opinions et tout ça, Oui. mais nous, ce qu'on fait chez les éditions de l'Opportun, en tout cas, peut-être juste pour nous deux, hein, je ne parle pas pour toutes les publications de tous les auteurs, mais c'est aussi de dire. On a une conscience politique et en fait les œuvres qu'on lit, elles ont une portée politique ou en Bien tout sûr, cas ouais. on peut en avoir une grille de lecture politique. Donc c'est évidemment le Moi, cas c'est pour les One exemples les Piece. plus. Ouais. Voilà. C'est très clair. Parlons, c'est clair. Je crois Ouais. qu'il y a pas de. Ouais. Moi pour Goku c'est à une échelle personnelle, mais Oui. à une échelle personnelle il y a des questions politiques puisque Bien sûr. c'est tout devient politique à partir du moment où on n'est pas tout seul en fait. À partir du moment où on est deux, on est une société. Et à partir du moment où on est une société, les choses deviennent politiques. Donc Tout à fait. voilà, il y a une opinion et il y a des partis pris là-dessus. Pour en revenir un petit peu sur Goku, à quel moment tu dis du coup c'est ce personnage que tu as envie d'analyser? Parce que même quand on regarde Dragon Ball, finalement, alors surtout Dragon Ball Z, on se dit est-ce que c'est vraiment lui le héros de l'histoire? Est-ce que c'est pas plus Gohan à un certain moment? Pourquoi j'ai envie d'analyser lui? Surtout qu'il passe dans plein de phases différentes, ce personnage-là. C'est pas facile finalement de l'analyser. Autant on va avoir un personnage un peu simplet au naturel dans sa famille, un personnage combatif, etc. quand il a quelqu'un à sauver ou à protéger. À quel moment tu décides d'analyser ce personnage et comment tu t'y prends? C'est là où c'est le multifacette et où c'est toute la richesse du manga et pas que de Dragon Ball, c'est que avoir ce format de narration qui se fait sur des chapitres et des chapitres et des chapitres et des tomes et des tomes et des tomes, c'est ce que par exemple beaucoup d'auteurs et autrices de mangas français aujourd'hui revendiquent en disant mais moi c'est comme ça que j'ai envie de raconter mon histoire parce que je veux la raconter sur le temps long. Ouais. Je veux pouvoir développer mes personnages, je veux pouvoir développer des arcs narratifs aussi, des personnages secondaires qui vont pas juste être des archétypes et qui vont passer en accessoires pour faire ce petit truc dans la trame globale. Goku il est extrêmement riche parce que déjà il est inspiré du personnage de Sun Wukong qui vient du classique chinois, du voyage vers l'Occident ou de la pérégrination vers l'Ouest selon comment on l'appelle. On le voit enfant, on le voit jeune adulte, et puis on le voit après patriarche, à la fois de sa famille et de son clan.
je vais pas dire on le voit père de famille parce qu'on le voit très peu père de famille, mais C'est pas le meilleur exemple du père, mais mais ça fait partie des trucs qui ont arrêté mon choix pour cette collection qui est Agir et Penser Comme, qui existait déjà chez les éditions de l'Opportun. Donc en fait, il y a d'autres personnages qui ont été analysés. Exactement. Et moi, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de faire quelque chose autour du manga dans cette collection. Et Goku, c'était une évidence. D'abord parce que c'est le héros de mon enfance. Moi, c'est celui qui m'a marqué. Mais aussi parce que je savais que j'avais la richesse, entre guillemets, de pouvoir l'avoir en vraiment enfant sauvage. Jusqu'à accéder à un statut de demi-dieu et puis d'ancêtre. C'est assez rare finalement qu'il y ait une longévité comme ça sur les personnages. Il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui, Naruto l'est depuis qu'il y a Boruto, etc. On peut retrouver cette analyse aussi maintenant. Mais sinon, il n'y a pas énormément de persos comme ça qu'on peut suivre au fil d'une évolution de gamin à, comme tu dis. Donc ça, c'est intéressant. J'allais dire Luffy, mais finalement Luffy, on le suit pas de gamin à adulte en fait. On le suit dans son dans son aventure en fait, pour l'instant. Alors peut-être, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais normalement, je pense pas forcément qu'on le verra vraiment. Avec des enjeux plus familiaux et puis mis de côté, peut être le cas. Je pense à Shin dans Kingdom qui. Mais t'es déjà sur un seinen plus là, donc c'est pas la même thématique. C'est pas les mêmes thématiques. C'est des personnages, souvent dans les seinen, il y a des personnages qui peuvent être aussi intéressants à analyser, mais sur un shonen plus classique, c'est assez rare finalement. Donc c'est extrêmement intéressant. Et surtout Goku, comme tu dis, c'était vraiment le perso emblématique en termes de génération, même le Club de Rosé. Quand on regarde ce qui se passait à côté, t'avais du Saint Seiya, il n'y aura jamais un culte sur Seiya comme il peut y avoir sur Goku, quoi. C'est très différent, quoi. Ouais, il l'a pas eu parce que Seiya c'est une équipe et déjà, je pense que alors je veux faire aucune shade sur nos co-auteurs. Il y a aussi Agir et Penser Comme les Chevaliers du Zodiaque. Mais comme les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, et du coup c'est un peu le truc, c'était obligé, je pense. De dire il y a cette diversité de panels, tu vois, c'est presque les Chevaliers du Zodiaque, c'est presque comme une équipe de Sentai. C'est ça, tu vois, il y a identifié par les couleurs, il y a identifié par les caractères, les armures, etc. Voilà. Et tu as des petits trucs, mais on est quand même tout le temps dans un fonctionnement de tournoi, quasiment dans Senseiya, enfin en tout cas d'étapes successives. Donc il y a un truc quand même assez schématique dans ce truc-là. Et c'est ce qui fait que ça marche bien, c'est que tu comprends ça tout de suite et que tu vois juste le dépassement de soi pour les échelles de puissance, etc., etc. Alors que c'est vrai que Dragon Ball Shift, selon les envies de Toriyama, selon les envies de Shueisha aussi, de comment ils veulent diriger le truc, parce qu'à un moment Toriyama lui il voulait s'arrêter. Ils ont dit on continue encore un peu sur certains trucs, mais bon, ça commence comme une aventure un peu très. D'ailleurs en termes d'œuvre, toi t'as pris Dragon Ball Z. J'ai pris le manga, parce que le manga ne change pas de nom. Et t'as pris le manga, donc le manga va de gamin à Boo. Ouais, c'est ça, à la fin de l'arc Boo, et c'est top terminé. De 84 à 95 et je prends rien d'autre. Voilà. Je l'assume dès le début. C'est déjà assez conséquent. C'est les 42 tomes anciennement et en perfect, je sais plus. Voilà, je sais pas, mais ça fait du boulot. Que pensent les autres auteurs de la résilience des personnages de manga face aux adversités et de l'impact de celle-ci sur les lecteurs et spectateurs dans leur vie quotidienne? Sacrée question de Artipic. Merci Artipic. Alors, qui va en premier? Clairement, c'est un truc typique du shonen, je trouve. C'est cette question de la résilience et de la capacité à se dépasser. Genre chez Luffy, je pense qu'on la trouve chez beaucoup d'héros de shonen, mais chez Luffy, on l'a à travers le deuil, par exemple. Enfin, spoiler, mais bon, spoiler d'il y a 15 ans, la mort de son frère, ce genre de choses dans One Piece. Genre, je trouve que ça fait partie des trucs qui montrent aussi comment surmonter ça, et je pense que ça peut, ça a un impact sur le lecteur, hein, clairement. Hein. Pour moi, c'est justement quand on grandit, quand on a 10-12 ans et qu'on voit ce genre de choses, je pense que ça peut faire écho à notre propre vie quotidienne, et l'envie de se dépasser, l'envie d'être Luffy, l'envie d'être... L'acceptation d'un échec qui peut être derrière. Exactement. Alors, on en a parlé un petit peu avec Yvan, justement, de ces gens qui disent esprit shonen. Le fameux, alors qui est un peu à double tranchant, je trouve, parce que à voir comment on l'interprète, et il faut pas tout cacher sous la couverture. Je me bats esprit shonen. Il y a des bonnes choses comme on dit. Ils se sont cassés, ils perdent je sais pas combien de fois le combat et ils reviennent à la charge encore plus fort, etc. La salle du temps, machin.
Ça, c'est un bon exemple. Après, faut pas tout prendre comme exemple. J'imagine. C'est aussi ce que tu disais d'ailleurs en intro. Tu disais, c'est pas une éloge à 100%. Tu analyses aussi des aspects un peu plus sombres. Ouais. Alors, en parlant de sombre chez Goku, il y a quand même assez peu. Je veux dire vraiment de sombre, c'est-à-dire. Là, pour le sujet de la résilience par rapport à la question d'archétypique, je pense que One Piece traite vachement plus ça. Beaucoup, pas que chez Luffy, je pense que les personnages, tous les héros. Ont vachement plus leur traumatisme et tout. Dragon Ball, c'est moins le cas quand même. Enfin voilà, t'as pas trop de personnages, t'as pas trop de mise en scène en tout cas. C'est une sorte de génération d'écriture aussi, non? Parce qu'à l'époque, ils se posaient moins de questions dans la manière dont ils écrivaient leurs histoires, peut-être. Non, alors je pense pas que ce soit une histoire d'époque parce que on est quand même en 84. Le manga est déjà parce que on est focalisé sur ce que nous on connaît. C'est-à-dire les premiers trucs qui sont arrivés en France et globalement l'enchaînement c'est Goldorak, Albator Capitaine Flamme et puis on passe à 90 Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon. Mais en réalité au Japon, le manga, il y a plein de choses dans ces années-là. Le Gekiga, ça fait déjà un moment qu'il a explosé, donc le pic était déjà passé. Il y avait beaucoup. Et puis, même si on remonte à Tezuka, Tezuka était allé dans des trucs très sombres. Kamimura qui avait fait des trucs assez poussés. Todal dans le chat, il demande le dépassement du héros, ça fait pas partie du monomythe. Je connais pas le monomythe, mais ça, c'est peut-être des choses que vous avez analysées. C'est Joseph Campbell. Oui, voilà. Oui. Bah oui, si, clairement, de toute façon, c'est le schéma classique du monomythe. C'est 6 trucs, c'est ça, je crois. C'est l'espèce de schéma en fait qu'on retrouve dans toutes les histoires, les grandes histoires avec un héros. Je sais plus le détail, mais ça correspond à ça. Le One Piece, ça correspond totalement à ça. J'ai vu plusieurs fois des analyses qui étaient autour de ça. Je te laisse. Alors, c'est une théorie. Tout le monde n'y adhère pas forcément à cette théorie du monomythe, mais c'est de dire qu'en gros, oui, tous les récits héroïques. De tous les temps, de toute l'humanité, suivent peu ou prou le même schéma, qui est qui forme un cercle effectivement, puisqu'on a un héros qui part d'une situation initiale, qui va avoir différentes péripéties avec un mentor. À un moment, il va se retrouver au plus bas, à un moment, il va se transformer et où il va revenir. On a ça sur beaucoup de types d'histoires. Il y avait déjà à l'époque, je sais plus qui avait écrit ça, mais sur le conte, tu avais un type qui avait écrit un bouquin sur les 24 schémas du conte. Et en fait, tu prenais n'importe quel conte fait par de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine, et tu pourrais retrouver tu avais les 24 critères, qu'on retrouvait en fait, genre peu importe. Et ce monomythe, c'est un peu la même chose avec les histoires c'est d'aventure. Ce que George Lucas a poncé pour écrire Star Wars. C'est le Roi Lion, ça fonctionne aussi. Je me renseigne là-dessus. J'avoue, je n'ai pas cette culture-là, mais Todalf c'est une question de Todalf, n'est-ce pas? Avant de parler de ton deuxième bouquin, juste pour terminer sur Goku, moi alors sans connaître du coup en ayant un peu les a priori, etc., on dirait Goku, son aspect justement père de famille, etc., c'est pas ouf. Est-ce que c'est quelque chose que tu relèves ou tu contredis, tu contrecarres genre c'est pas un très bon père, il est pas très présent auprès de sa femme, de son deuxième fils notamment aussi. Non, bien sûr, je relève. C'est le truc de dire d'ailleurs, c'est généralement comme ça que la conversation s'engage. Quand on est à Japan, où on s'est déjà croisé, d'ailleurs, Japan York, Japan Tour, et sur les différentes conventions. On fait la Tour de France. C'est que les gens s'arrêtent et disent ah lol, agir et penser comme Goku, se battre, manger et abandonner ses gosses. Et voilà. Et après, il y a aussi les gens qui me disent pourquoi vous avez pas fait Vegeta? Bon, je les clash parce que je déteste Vegeta. Et il est nul. Je le redis. Où est la caméra? Il est nul. Allez. Venez me chercher. Et non, par rapport à Goku et la famille, c'est quelque chose que je dis texto. C'est pas un bon père de famille. Ça veut pas dire qu'il n'aime pas sa famille. C'est juste qu'il est démissionnaire et tout. Donc en fait, c'est vraiment d'apporter la nuance en fait. Goku, Chichi, il montre un intérêt bof, c'est vraiment elle qui lui met le grappin dessus. C'est rare qu'on le voit investi. Il y a quelques moments où,
ses enfants, on sent qu'il y a de l'amour, mais on sent qu'il fait mal. Il ne comprend pas ses enfants. Il voit ses enfants comme des copies plus jeunes de lui-même. Et il ne comprend pas que ce sont des individus à part entière qui ne veulent pas forcément les mêmes choses. C'est tout l'intérêt de Gohan, où on dit justement est-ce que c'est le héros de la deuxième partie. En fait, Gohan, c'est un pacifiste contrarié. Oui. À la différence de Goku, qui lui n'a pas trop de problèmes avec ça. Mais non, j'y vais dedans et dire on peut garder la partie aimer ses enfants et tout machin, mais ça va avec des efforts de compréhension et ça doit être suivi par des actes. Ok. Non mais c'était ma question. Fedra, allons-y. Alors, tu te dis à un moment, je vais mettre les pieds dans le plat, les représentations LGBT+, dans le manga. Alors, c'est un vrai sujet. Comment tu t'y prends pour bosser là-dessus? Comment ça devient et qu'est-ce que tu découvres? C'est ça qui est intéressant. Déjà, gros sujet, parce que même quand je discutais avec des libraires ou des gens un peu du milieu, ils me disaient ça a jamais été fait et tout. Ils me disaient ouais, et la plupart m'ont dit parce que personne n'a osé. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être compliqué à aborder, que ça soit par rapport à la communauté LGBT, même dont j'en fais partie, donc ça va, et aussi par rapport à d'autres personnes. C'est un sujet un peu tendu. J'en ai fait les frais d'ailleurs, on en parlera si jamais, mais du coup par rapport à ce sujet-là, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur forcément, et je me suis dit je veux étudier cette question dans le manga, mais je veux appliquer un peu la méthode que j'ai faite pour mon premier bouquin, qui était un peu une méthode universitaire en fait, dans le sens où je voulais faire quelque chose de construit, de sérieux, et pas juste un catalogue ou juste un truc forcément c'est engagé, mais juste un truc engagé en disant tout est bien, tout est magnifique, il y a des LGBT partout dans les mangas. C'est pas du tout ça en fait que je fais. C'est vraiment je suis reparti principalement des années 70 parce que Tezuka plus connu, et il y a quelques trucs genre Princesse Saphir au niveau du genre, MW, où est-ce que t'as les persos principaux, c'est un couple gay un peu malsain entre un prêtre en repentance. C'est ultra malsain, MW, c'est ultra voilà, mais c'est pas grave, du coup c'est intéressant en fait. Et donc je suis parti de là et j'ai essayé de reconstruire un historique tout en parlant de tous les genres possibles, c'est-à-dire comme je dis à la base de Tezuka, du Gekiga, on en parlait un petit peu sur le drame un peu des années 70, voire un peu avant, mais surtout dans les années 70, il y a Kamimura qui a fait des trucs. Et après je parle de l'histoire du shoujo, de ce genre de choses, La Rose de Versailles qui est assez connue notamment. Et je remonte comme ça petit à petit, c'est un peu une chronologique mais un peu thématique aussi, parce que justement je divise selon les genres, parce que les personnages LGBT sont pas représentés pareil selon qu'on soit dans un shonen ou qu'on soit dans un boys love ou dans un girls love. Enfin à chaque fois c'est des critères un peu qu'est-ce que tu trouves justement là-dessus sur est-ce que tu trouves des schémas de représentation? Par exemple dans le boys love il y avait des schémas un peu toxiques dans les années 90-2000 quand ça s'est beaucoup développé. On avait des schémas un peu malsains, stéréotypés, ce genre de choses qui ont évolué petit à petit, notamment face à des critiques en fait, même au Japon même, il y avait des auteurs en fait qui disaient, il y a eu la controverse à un moment du yaoi, on appelait ça en fait, c'était quelqu'un qui avait fait un auteur assez connu qui avait, je sais plus son nom, qui avait fait un truc dans la presse en fait pour critiquer ça, pour critiquer les stéréotypes, le fait que justement on avait par exemple beaucoup de femmes qui représentaient des relations homosexuelles qui n'étaient pas réalistes mais que c'était du fantasme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier tout ça par rapport à la société japonaise elle-même. Oui, c'est ça, c'est exactement la question dont j'allais venir. Voilà. Parce que toi, tu t'es, j'imagine, beaucoup construit sur le manga, vraiment le manga japonais, et comment ça se met en lien avec la société japonaise, qui est pas pareil c'est pas pareil que chez nous. Clairement, c'est-à-dire qu'au Japon, pour la faire vite, avant les années 1850, en fait, c'était plutôt bien accepté. Enfin, l'homosexualité masculine, on le trouvait 1850 beaucoup. Ouais, je crois que c'est le code, je sais plus quoi, dans les 1856, si je suis. Avant cette époque-là, en fait, on avait l'homosexualité masculine chez les samouraïs, chez les moines bouddhistes, ce genre de choses. L'homosexualité féminine, c'était plus compliqué. C'était un peu caché, forcément, on savait pas. Et les questions de genre, c'était aussi plus accepté parce que forcément, on avait des trucs un peu spirituels, un peu. Et c'est après, quand la société a commencé à se construire autour de la famille, ce genre de choses, qu'en fait, ça est devenu très mal vu, en fait. Je la fais très vite. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que dans le manga, par exemple, le boys love, c'est un exemple parfait. C'est que dans les années 90-2000, il y en a eu plein au Japon. Et là, la liberté éditoriale très libre, plus qu'en France. Clairement, on représente ce qu'on veut, voire même un peu trop, parce que des fois, ça flirte avec la pédophilie ou ce genre de choses très malsaines. Mais au sein même de la société, c'est mal vu en fait, ça reste mal vu. Et genre il y avait une analyse qui avait été faite intéressante de voir que par exemple les lectrices de yaoi, donc qui lisent des relations, elles sont homophobes. Enfin elles disaient ah non, l'homosexualité masculine entre deux hommes pour elles dans la vraie vie c'était un peu dégoûtant.
Mais dans l'histoire, non. C'était Elles adoraient lire. Et tu vois, il y a une espèce de dichotomie un peu bizarre en fait, mais qui est assez présente et qui maintenant se déconstruit petit à petit parce que la société japonaise évolue aussi, heureusement. Genre la jeunesse notamment est tout aussi ouverte à ces sujets-là que la jeunesse en Europe ou ailleurs. C'est surtout les générations au-dessus de 50-60 ans qui sont très 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 réactionnaires sur ça. D'accord, ok. Il y a, je me permets et tout, parce que j'ai une amie ancienne collègue qui, elle, traduit du BL et qui m'avait donné cette notion que j'avais pas percutée, qui était, il y a aussi un truc qui est, que nous on va forcément trouver un petit peu triste, mais le BL c'est aussi une manière d'arriver à mettre en scène des relations amoureuses, enfin des relations de séduction et des relations amoureuses entre deux personnes d'un même statut à égalité en fait dans la société japonaise. Et de dire parce que en fait les femmes sont toujours quand même en dessous dans la société japonaise. Le Japon est très mal classé au niveau des inégalités hommes-femmes et que en fait le BL permet ça. C'était finalement voilà pas tant le côté homosexuel, mais de pouvoir avoir des personnages sur un pied d'égalité. Il y a toute une tradition de ça des années normalement 70 dans le shoujo. C'est justement en fait les premiers personnages homosexuels c'était dans le shoujo. Donc c'était par exemple Oscar c'était entre deux, mais genre si on prend Moto Hagio, le cœur de Thomas, ce genre de choses en fait. Où est-ce qu'en fait on avait la figure du Bishonen qui est justement l'homme un peu efféminé aux cheveux longs blonds, un peu il est doux, il est sensible et cette figure là en fait elle a été construite en opposition à l'homme masculiniste japonais, un peu genre les cheveux courts, un peu dur, un peu au stéréotype en fait de l'homme tel qu'il est au Japon. Et c'était aussi pour un lectorat féminin qui fantasmait des relations un peu plus saines en fait, qui se transposaient des fois dans ces relations là en fait. Mais est-ce que c'était pas, moi ce que j'ai lu par exemple et on va voir s'il y a un lien avec ça, c'est que il y a eu ce moment dans certains mangas où certains personnages pouvaient avoir un attribut et tout allait tourner autour de ça. Je pense notamment autour des personnages qui sont gros. Dans certains mangas, le personnage qui est gros, tout va tourner autour de ça. Il va être gros, il va beaucoup manger, son pouvoir ça va être d'être gros. On pense dans Naruto, Shoji, tout tourne autour du fait qu'il est gros. Dans My Hero Academia, il y en a un, il est gros, c'est Fat, je sais plus comment, tout autour du fait qu'il est gros. Ouais, Fat Gum. Est-ce que du coup sur alors qu'en fait il est fin, c'est juste son pouvoir. Oui, c'est vrai en plus, ça c'est drôle. Ouais. Est-ce que du coup il y a eu un peu ce côté-là où du coup les personnages homosexuels tout tournait autour de ça et du coup on ne parlait que de ça et on les laissait pas finalement avoir une histoire à part entière. Ça dépend des récits. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que justement dans les shoujo des années 70-80, il y avait un côté très dramatique à l'homosexualité ou à la transidentité qui était représenté, dans le sens où c'était des histoires un peu dramatiques, mais finalement on se disait oui, ça représentait l'homosexualité comme quelque chose de dramatique, donc le personnage c'était son essence quand même, mais en soi il y avait quand même des représentations qui pouvaient être des fois assez bien, alors que plus tard dans les années 90 quand ça s'est beaucoup développé, là on était vraiment sur quelque chose de pur, le personnage est gay parce qu'il fait des choses, dessiner des scènes de sexe, ce genre de choses un peu plus, encore moins, donc oui il y a l'essence, ce qu'on appelle l'essentialisation en fait de l'homosexualité ou de la transidentité même. Donc ça c'est un souci qui quand même a tendance à s'améliorer, comme je disais, vraiment depuis les années, déjà 2000 il y avait quelques titres un peu moins connus, mais maintenant 2010-2015 on a des titres beaucoup mieux sur ces questions là, engagés, des auteurs comme Gengoro Tagame notamment, qui lui était un spécialiste du bara. Donc le bara c'est une espèce de c'est de l'homosexualité masculine pour les hommes, c'est un sous-genre en fait. Le yaoi, disons que c'est l'homosexualité masculine par des femmes pour des femmes. Je généralise beaucoup. Bien sûr. Et le bara c'était ça, et lui il représentait ça, donc c'était très cru, mais lui-même dans ces dernières années, depuis 10-15 ans en fait, il fait plutôt des trucs tranches de vie tout public avec des personnages homosexuels qui sont justement pas essentialisés et qui sont super bien représentés, qui sont Le mari de mon frère. Le mari de mon frère, qui est très connu. Très bonne série. D'accord. Et c'est vrai que ces autres travaux, quand tu sais pas, et que tu fais c'était vraiment chouette le mari de mon frère et tout, c'est assez mignon, c'est très touchant, et que après tu vas voir ce qu'a fait l'auteur à côté, tu fais ah oui c'est plus graphique, d'accord. Parce que le bara en plus à la différence du yaoi où est-ce qu'on a des représentations un peu imagées, efféminées et tout, le bara c'est très cru quoi, c'est des hommes un peu ronds, un peu poilus, on est dans quelque chose de très réaliste quoi. C'est les bears. Ok. Et je dis bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Zarmal, Kirito, ça va. Et si on arrive un petit peu sur aujourd'hui, sur les représentations contemporaines dans les mangas actuels, est-ce qu'on a
est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce qu'il y a une évolution positive? Est-ce que aussi dans les mangas mainstream, ceux qui sont largement distribués en Occident et notamment en France, est-ce que tu vois des choses positives? Ouais, parce que c'est aussi quelque chose que j'étudie, parce que justement j'étudie aussi, je parle de One Piece, je parle de l'Attaque des Titans, j'essaie justement de parler des gros mangas un peu shonen très connus et de dire il y a des personnages LGBT, comment ils sont représentés. C'est ça. On a encore des stéréotypes, mais par exemple pour prendre One Piece, au début on avait ce truc de un peu stéréotypé du personnage d'Ivankov qui après finalement est pas si... En fait après une fois quand je suis rentré dans le détail je me suis rendu compte que le personnage était bien écrit parce que finalement le personnage est assez cool et très politisé en fait. Ivankov c'est un personnage qui fait partie de l'armée révolutionnaire et qui change de genre comme elle veut avec son pouvoir qui est littéralement le pouvoir des hormones. Et au-delà du côté un peu comique en fait le personnage représente une sorte de contestation politique queer un peu voilà, mais plus tard par exemple dans One Piece Oda a mis des personnages trans comme Kikunojo qui est une femme trans qui est super bien représentée, qui est bien écrite, qui est bien, alors que avant il avait fait des représentations plutôt stéréotypées et on sent qu'il y a une amélioration je pense inconsciente honnêtement chez Oda, pas forcément consciente mais que lui-même je pense qu'il doit voir autour de lui dans la société de ce genre de choses. Et on a des mangas, je vais prendre... mais souvent c'est au niveau de la transidentité plus que de l'homosexualité parce que les personnages un peu dans le genre ambivalent c'est très nombreux historiquement dans le manga. Après, prenons l'Attaque des Titans par exemple, il y a Historia Ymir. Bon, c'est pas forcément montré directement à l'écran, mais c'est quand même officialisé à travers la lettre, ce genre de choses. Donc on a des personnages un peu représentés qui sont pas uniquement là pour leur homosexualité. C'est ça, ouais. Et qui ont ça entre guillemets à côté et c'est plutôt bien représenté. Alors c'est assez léger, c'est pas non plus voilà, on n'est pas encore dans des personnages principaux dont c'est un trait de caractère à côté. C'est assez rare quand même dans du gros shonen, du gros seinen, ce genre de choses. Mais ça s'améliore. On sent quand même, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui, je pense même, est inconscient chez beaucoup d'auteurs, je pense. Ok. En fait, tu penses que Oda il regarde Drag Race ou pas? Parce que quand genre, on voit, des fois, Ivankov est inspiré de Dr Frankenfurter du Rocky Horror Show, je crois, donc il y a un film quand même assez réputé, qui est assez queer, quoi. Donc je sais pas s'il regarde Drag Race, mais c'est vrai que c'est l'inspiration. Hein. Quand on, c'est la vibe. C'est vraiment, il y a beaucoup de personnages qui font très drag dans One Piece. Ouais. Ok. Il y a même des autrices, par exemple, qui, je pense à Kamome Shirahama de l'Atelier des Sorciers, oui. Qui sur ses réseaux, le drapeau des fiertés, repartage des trucs de collectifs, genre mariage, qui milite pour le mariage, l'équivalent du mariage pour tous au Japon et tout ça. Et peut-être qu'il y a cette diff là aussi aujourd'hui, c'est en dehors, c'est-à-dire dans leur vie publique, en ligne, voilà, d'avoir des auteurs et des autrices qui peuvent être directement... C'était un peu le lien que j'allais faire, j'allais dire, du coup là je t'ai demandé l'évolution dans le manga. Qu'en est-il de la société japonaise? Parce que tu as dû faire un peu un parallèle, j'imagine. Est-ce qu'il y a une évolution aussi qui se passe de ce côté-là? Déjà, en termes de l'engagement, tu vois ce que tu disais déjà avec l'autrice de l'Atelier des Sorciers, on le retrouve par exemple chez Gengoro Tagame, qui dans une interview que j'avais trouvée en 2005-2006, il se plaignait en fait, il disait ça m'énerve que les mangaka ils ne s'engagent pas sur la scène publique parce que lui c'était l'un des premiers à s'engager sur ces questions-là. Et il disait ça m'énerve qu'au Japon, voilà quoi, la Pride en 2005 c'était 1000 personnes, tu vois. Donc c'était très peu. Et là maintenant aujourd'hui la Pride au Japon l'an passé c'était autant qu'à Paris quoi. Je sais plus les chiffres mais c'est 100 000 personnes. Donc on a dans la société japonaise en général une évolution, une prise de conscience en fait. En termes de législation ça reste encore compliqué. Par exemple le mariage ça n'a jamais été officialisé, encore autorisé. Mais il y a des en fait c'est par préfecture, c'est assez bizarre, c'est des autorisations par préfecture. En gros il y a 60-70% du pays où on peut plus ou moins faire une sorte de Pax mariage, c'est un entre-deux homosexuel qui est autorisé au Japon, mais c'est pas à l'ensemble du pays, c'est par préfecture et petit à petit toutes les préfectures genre la préfecture de Tokyo l'a pris en 2021, en 2022, c'était assez symbolique parce que c'était la plus grosse préfecture du Japon. Donc on a ces évolutions là quand même, genre déjà en termes d'engagement de mangaka et en termes de sociétaux. Il y a petit à petit des prises de conscience. Après ça reste quand même quelque chose de, comme je dis, c'est la famille, c'est très traditionnel. Puis c'est pas les mêmes logiques qu'en Europe où est-ce que nous il y a le côté un peu religieux des fois de dire voilà la tradition des fois catholique ou autre qui, alors que eux pas du tout, au contraire les religions en fait ils sont ouverts à ce genre de choses. C'est plutôt le côté vraiment le cadre familial en fait, c'est le mari, la femme, les enfants et genre si t'es pas marié au Japon il y a une pression folle là-dessus quoi, il y a une pression de ouf sur les jeunes pour se marier. Ouais, c'est quelque chose de très très présent là-bas. D'accord, ok, et hyper intéressant. Aujourd'hui, c'est quoi parce que là, on est de coup sur la Japan Expo.
D'ailleurs, c'est une question un peu pour vous deux. C'est quoi les retours des personnes qui viennent vous voir, qui ont pu lire les bouquins est-ce qu'il y a des questions d'approfondissement? Est-ce que voilà, quels sont les échanges que vous pouvez avoir avec vos lecteurs ou avec vos potentiels lecteurs, ceux qui s'intéressent aux bouquins sans les avoir encore lus? Bah toi, tu as déjà parlé des a priori. Ouais, bah, mais en plus, moi, ça va aller assez vite parce que au-delà des gens qui ont des a priori, je pense que je tombe sur beaucoup de gens qui, quand même, sont de la génération Dragon Ball, hein, évidemment. Oui. Enfin, je veux dire, diffusion télé. C'est-à-dire, j'ai assez peu de gens. Moi, quand je vois, par exemple, la génération de. Bah, moi, j'ai une fille qui a 5 ans, mais on va dire les enfants des potes et tout ça. Qui ont des enfants qui sont plus en âge de lire du manga. Les enfants sont pas mal sur Dragon Ball Super. Ouais. Ah ouais. Ouais, ce que je trouve bizarre et ce que je trouve un peu regrettable parce que je suis vraiment pas fan de Super. Mais comment dire, voilà, de toute façon, c'est un truc qui va vers le développement personnel, donc c'est pas pour les enfants. C'est vraiment quand tu es adulte que tu réfléchis à ce qui t'a inspiré et dans les différents aspects de ta vie. Moi, j'ai pas trop de débats ou de questions. Je pense que je suis avec des gens qui se disent tiens, l'idée me trottait déjà dans la tête quelque part. Ok. Moi, il m'inspire au quotidien, ou des gens qui disent comme moi, ouais, Dragon Ball, ça a été tellement fort que j'en ai tiré des trucs dans ma vie. Et voilà, ils sont curieux de voir comment je le développe et ça, mais... T'as un lectorat de gens qui lisent déjà un peu de développement personnel, peut-être? Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non. Et moi, c'est pas mon cas du tout, d'ailleurs. Ouais, enfin, tu vois, je le dis, c'est... Ouais, j'aime pas trop dire que c'est un bouquin de développement personnel. Je dis que c'est un bouquin qui va dans cette direction. Ouais. C'est une analyse de personnage pour moi. Je suis pas parce que, enfin, tu vois, le développement personnel, c'est pour moi, ça reviendrait à dire, genre, je suis coach et je me pose vraiment dans un truc de, genre, attendez, attention, moi j'ai compris la life et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, il y en a beaucoup qui pas du tout. Enfin, c'est alors, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a peut-être qui ont vraiment bossé pour ça, mais tu vois, il y a aussi un truc d'humilité mais en fait, tu es un humain parmi tant d'autres. À quel moment ton expérience, tu vois, toi individuelle, vaut plus que celle de la personne d'à côté? C'est juste de dire, là on parle d'un personnage et de dire, tiens, bah ça c'est intéressant parce que ça fonctionne comme ça dans les relations sociales. Mais ouais, pas plus. Enfin, tu vois, l'idée c'est pas de devenir un gourou, machin et tout. Non, bah, tout à fait, je comprends. Non, mais des gens peuvent le prendre comme ça. Parce que Goku a cette dimension divine qui arrive à la fin, tu vois, dans l'histoire. Oui, complètement. Ouais. Et sauf que là où si on revient au truc, et c'est là où il faut nuancer, c'est qu'il y a un moment où Goku peut devenir Dieu dans l'histoire de Dragon Ball, parce que le Dieu, tu vois, dit t'es l'homme le plus fort de la Terre, donc c'est cool, en fait tu vas prendre ma place et c'est toi qui auras les responsabilités. Et il fait lol et il se barre, quoi. Et je pense que voilà, c'est... Ouais, c'est clair. Cet état d'esprit là. Moi de mon côté, j'ai eu beaucoup de retours sur le One Piece, franchement, j'ai eu pas mal de fans qui m'ont fait des retours, que ce soit sur les réseaux ou même en salon comme ça à la Japan, qui viennent me voir, qui soit l'occasion, quoi, comme on est sur Paris, beaucoup sont là et ont déjà lu mon livre et viennent me voir. Et ce qui est agréable à entendre, c'est qu'en fait ils me disent ce qu'on m'a dit souvent, c'est que c'est autre chose que ce qu'on trouve sur YouTube ou ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs sur One Piece qui font de la théorie principalement. Et moi je le dis souvent, je ne fais pas de théorie dans mon livre, c'est vraiment de l'analyse. Enfin, c'est comment le monde est construit, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quel rapport avec notre société. Et ça c'est des choses qu'on me fait remarquer et du coup c'est agréable en fait à prendre comme compliment, quoi, de se dire qu'on fait quelque chose d'autre, qu'on propose autre chose autour de l'œuvre. Peut-être que ceux qui justement sont passionnés de théorie, etc., ça peut les aider d'avoir des bases factuelles pour derrière aller élaborer leur théorie. Bah clairement oui, parce que je pense, parce que c'est ce qu'on me l'a dit aussi, comme il y a des bases d'analyse factuelles, après derrière on peut aussi se dire tiens, il y a une comparaison avec telle société, peut-être que ça va faire ça, ce genre de choses. Ça c'est des ponts qu'on peut retrouver, donc oui, c'est pas totalement séparé finalement, c'est autre chose, mais ça se complète complètement. Donc comme je dis, moi je suis pas du tout en concurrence avec les youtubeurs autres, au contraire, moi je trouve passionnant le fait que ça fasse surtout la communauté de One Piece, qui est très nombreuse et très fan d'analyse, de trucs, de théorie, et du coup ça complète en fait tout l'univers qui existe déjà, et je trouve ça super intéressant. Et puis ça peut aider aussi à apprécier encore plus l'œuvre, et c'est vrai ça. Souvent quand on aime vraiment une œuvre, on aime en savoir encore plus sur son univers, et ça nous permet d'avoir un petit goût encore plus appréciable. Oui, clairement, il y a
cet élément-là qui est présent. Ouais. Moi, Et pour, est-ce que tu as commencé à avoir des... Alors je sais pas quand est-ce qu'il est sorti il les est représentations. sorti il y a 3 semaines à peu près, sur la fin juin. C'est tout quoi. frais là, donc Ouais, pour c'est l'instant, tout peut-être frais. pas encore de retour. J'en ai un plus petit peu sur les réseaux parce que comme j'ai principalement sur Twitter des gens de la communauté ou autres qui ont acheté mon livre et j'ai des retours plutôt positifs. Et pour le coup, c'est beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont appris plein de choses et qui me disent c'est trop bien parce que on connaît des mangas. En fait, on apprend sur des mangas. Ça nous donne envie de lire des mangas qu'on connaissait pas. Ok. Du coup, moi je trouve ça cool aussi, quoi. Genre, puis je le vois quand je faisais des trucs sur les réseaux et tout. Genre, quand je parlais de Kamimura ou autre, c'est chez Kana, quoi. Kana, il partageait mes trucs et tout parce que je pense qu'eux ils se disent, bah ouais, c'est aussi une mise en avant d'œuvres que nous on vend pas forcément énormément. C'est pas les plus gros titres et c'est des trucs pourtant qui sont super intéressants. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a ce côté-là en fait de dire, bah j'ai découvert des trucs et j'ai envie de les lire maintenant. Donc, Parfait. Belle présentation en tout cas des bouquins. Je vais vous poser la traditionnelle question. Est-ce que vous êtes déjà sur d'autres projets, alors que ça soit sur des bouquins et autres projets, je sais que tu as le média, etc. Fedra, pareil, est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler? You go. Non, Ah, ouais, vas-y, bah moi justement, là en ce moment, je peux le dire, je prépare un Agir et penser comme Luffy. Ok. Sur la même veine et dans le même esprit que toi, dans le sens où je me prétends pas faire du développement personnel ou autre. C'est vraiment une comment le personnage peut nous apporter des choses, petite analyse de l'œuvre, des thématiques en général. Hein, même je fais aussi sur le personnage le rêve dans One Piece, ce genre de choses. Donc je suis en train de préparer un Agir et penser comme Luffy sur le bâton, la collection de l'Opportun en fait. Ouais. Puis, voilà. Ok, donc ça va intéresser beaucoup de monde aussi, je pense. Ouais. De ton côté, Cola? Moi, j'ai pas de projet de bouquin en cours. J'ai des projets documentaires plutôt là qui, voilà, toujours autour du Japon, autour de l'animation. Pour le moment, je peux pas en dire beaucoup plus. Mais ça bosse quoi. Mais ça bosse. Alors après, c'est des trucs, c'est long le documentaire, donc, enfin, tu me diras à peu près autant que les bouquins, mais tu passes 1 an et demi, 2 ans sur un projet. Donc voilà, là, il démarre, donc 2025. 2025 peut-être, et on retrouve toujours le docu du coup sur le rap en Corée. C'est toujours dispo sur c'est toujours dispo sur sur France TV / enfin voilà, ou le replay France Télé sur la box. Ça s'appelle K-Hip Hop, donc du hip hop mais avec K devant, et sous-titré l'onde de choc sud-coréenne. Et ouais, allez-y, voilà, c'est toujours très intéressant. Du coup, c'est un film qui commence à dater suffisamment pour que je puisse le re-regarder maintenant. Sans qu'il me sorte par les yeux, parce que quand tu passes tellement de temps à le tourner, à le monter, machin, voilà, t'en peux plus. Et c'est vraiment un film que je kiffe beaucoup, qu'on a fait avec Neil McInnes qui a co-réalisé le film chez Morgan Productions. Et voilà, allez-y, allez le voir, donnez de la force. Très bien. Tu voulais rajouter un petit mot de la fin? On est tout bon? Mot de la fin. Bah, merci beaucoup les gars. Mais merci à vous. Merci à toi pour On est toujours bien accueillis chez vous. C'est très bien. Puis on se voit tous les 10 jours en ce moment. Franchement, c'est les vacances. Tu vois, et ça décroît pas quoi. On est au top. Bah merci beaucoup. Le chat, merci aussi. Merci le chat. C'était intéressant. On va mettre une petite pause. On se retrouve, je crois, à 11h pour la suite des activités sur le plateau Anjou Popcornia. A tout de suite.